Oui, allô, bonjour, monsieur Bitterman. Bonjour. Bonjour, Florian Lavigne de la web radio Ville Lumière. Vous avez quelques minutes à nous accorder pour l'interview, s'il vous plaît? Oui, bien évidemment, si vous pouvez m'améliorer un petit peu le son, je vous entends pas très très bien, mais avec plaisir. D'accord. Allô, ça va là? Ouais, on va faire aller, je vous écoute. D'accord. Bah écoutez, nous sommes très heureux de vous avoir à la web radio pour ce second passage. On voulait revenir un petit peu avec vous sur le match retour contre Chelsea, étant donné que vous êtes spécialiste de la première ligue. Comment avez-vous senti ce match et comment expliquez-vous un petit peu ce revirement de situation? Je pense que avant le match, même avant le match, on pouvait imaginer que ça serait un quart de finale d'entraîneur, Mourinho contre Gant, qu'il serait peut-être plus difficile pour le Paris Saint-Germain de battre Mourinho que de battre Chelsea. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. On a vu sur le match retour la maturité d'une équipe, mais surtout la maturité et la tranquillité d'un entraîneur qui n'a jamais cédé à la panique. On a vu une équipe de Chelsea qui pendant 20 minutes est rentrée dans le match très doucement, n'a pas mis la pression sur le Paris Saint-Germain, a presque, je dirais, inconsciemment ou consciemment endormi un petit peu le Paris Saint-Germain, lui a offert peut-être l'illusion d'une certaine tranquillité, l'illusion d'une certaine certitude. Et puis, comme c'était malheureusement prévu, avec Chelsea, ce ne sont pas sur des attaques placées que Chelsea a été dangereux, mais c'est avant tout sur coup de pied arrêté. Alors, certes, ce n'est pas un coup franc, c'est une touche, mais une touche, c'est exactement comme un coup de pied arrêté, c'est-à-dire qu'on est dans une phase statique, et dans ces phases statiques, Chelsea est très fort. Donc, le schéma a été assez classique avec ce 1-0. Et puis ensuite c'est l'effondrement psychologique des Parisiens, la montée en puissance psychologique de Chelsea, et qui aboutit à la façon typique des Anglais. Il y a le fake time, on pourrait aussi parler du Mourinho time, cette capacité de renverser des situations dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Les Anglais ont une phrase, c'est believe, y croire. Et je crois que effectivement, c'est vraiment comme les Allemands, partie de leur culture. D'accord. Un petit peu hors antenne, on analysait ce match justement et on se disait entre nous que finalement le troisième but du match aller était un petit peu en quelque sorte un trompe-l'œil, quoi. De façon que Paris et l'équipe parisienne, on l'a senti peut-être un peu trop en confiance finalement. Ouais, alors maintenant on dit ça et on a raison de se poser cette question. En même temps, il n'y a pas un club au monde qui peut refuser de marquer un but à la 93e minute, qui offre un 3-1, qui peut s'offrir un matelas de sécurité. Je crois que si il y avait eu 2-1, que Chelsea s'était imposé 1-0, on aurait dit ah bah si Paris Saint-Germain avait marqué ce fameux Voilà, troisième tout à but, fait. ça aurait totalement tué les chances de Chelsea. Je crois que c'est compliqué de réécrire l'histoire. Je crois qu'avant tout, il y a une différence tout simplement de maturité, mais moi je parlerai plus de la maturité du coach et de ce qu'il transmet au groupe que de la maturité du groupe. Vous regardez la manière dont Mourinho systématiquement, qu'il soit au Portugal, qu'il soit en Espagne, qu'il soit en Italie, qu'il soit en Angleterre, systématiquement, il améliore le rendement de son équipe, il améliore le rendement de ses joueurs, il obtient des titres. Il va peut-être un jour, peut-être cette année, être celui qui va gagner la Ligue des Champions avec un club italien, avec un club portugais, peut-être maintenant avec un club anglais. Euh, Quand vous affrontez Mourinho, c'est comme quand vous affrontez Guardiola, c'est comme quand vous affrontez à l'époque Ferguson, vous affrontez un coach à part. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain est un coach à part à sa tête. D'accord. Justement, en parlant du coach parisien, est-ce que vous comprenez
petit peu cet abattage autour de Laurent Blanc. Parce que c'est dingue ce qu'il reçoit comme insulte sur les réseaux sociaux. Ouais, mais en même temps, c'est pas surprenant. Alors, il y a plusieurs manières de l'analyser. À la fois, vous tenez compte de l'actionnaire. L'actionnaire est qatari. L'actionnaire qatari n'est pas réputé et dans sa gestion du Paris Saint-Germain, mais on va dire de manière peut-être plus globale, pour être d'une patience infinie, pour être dans cette capacité de comprendre que construire un club, c'est une phase sur le long terme, donc qui peut avoir au niveau de l'émir, au niveau du palais, une réaction épidermique ou en tout cas une réaction de changement, de volonté d'urgence. Donc ça, c'est un élément qui est culturel. Il faut l'admettre. Et puis, jusqu'à présent, le Paris Saint-Germain, cette saison, a été très bon. Dans la Ligue des Champions, on l'a vu contre le Bayer Leverkusen, on l'a vu dans les phases de poule, a été très bon au championnat. On le voit survoler ce championnat, à part Monaco, où effectivement ils n'ont pas réussi à battre une seule fois Monaco, mais globalement, bon, ils prennent le dessus sur leurs adversaires. Donc, on attendait un vrai test. Ce n'est pas le Bayer Leverkusen, le vrai test, ce n'est pas la phase initiale de la Ligue des Champions, le vrai test, c'est à partir des quarts de finale. Voir si ce Paris Saint-Germain avait progressé par rapport au Paris Saint-Germain qui avait échoué de très peu face à Barcelone l'année dernière. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un Paris Saint-Germain qui, bien qu'étant sérieusement renforcé par rapport à la saison dernière, n'avait pas progressé. Et on peut même dire, a peut-être légèrement régressé en termes de capacité de gestion du match. Donc, quand vous êtes au bout de cette analyse, bah, vous vous dites que entre la pression du palais et le constat de cette non-progression, forcément, Laurent Blanc est au cœur de ce débat. D'accord. Bah écoutez, monsieur Bitterman, je vais vous passer mon collègue Nicolas Hénon, qui a quelques questions à vous poser. Oui, bonjour monsieur. Justement, on parlait de Laurent Blanc. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser que ça peut être une expérience pour lui? Et comme on sait que toute l'équipe a pratiquement prolongé, on peut vraiment dire que c'est une expérience de plus et que quelque part c'est ce qui manquait aussi à cette équipe. Bon, effectivement, après la question, c'est pas à moi d'y répondre, c'est aux actionnaires. Est-ce que les actionnaires sont pour construire un club et se donner le temps de gagner, se dire, bon, Chelsea a mis 10 ans pour remporter une Ligue des Champions, Manchester City, qui a commencé 2 ans avant le Paris Saint-Germain à construire un club avec des millions, n'a toujours pas remporté une Ligue des Champions, n'a même pas été au même niveau de performance que l'est déjà le Paris Saint-Germain. Donc, bien évidemment qu'on peut miser sur la patience. Ensuite, ce n'est pas parce que on le dit aujourd'hui, imaginez par exemple que le Paris Saint-Germain, dans 10 jours, soit battu en finale de la Coupe de la Ligue par Bordeaux, par Lyon, pardon. Vous êtes, à l'issue de cette saison, obligé de faire un constat que même si Paris est champion de France, c'est quand même la moindre des choses, mais que Paris n'a pas progressé et qu'un échec en Coupe de la Ligue deviendrait peut-être un élément capital dans la décision des actionnaires de peut-être accélérer le processus de changement politique. Effectivement, donc en fait ils se mettent une grosse pression sur la Coupe de la Ligue alors que normalement ça devrait être un titre aléatoire en quelque sorte. Dans cette Coupe de la Ligue, elle revêt maintenant un intérêt incroyable, c'est effectivement la capacité pour le Paris Saint-Germain de rassurer, pour le groupe, pour l'entraîneur, de rassurer l'actionnaire. Justement, on a vu aussi, comme avec la blessure de Zlatan Ibrahimovic, que Cavani n'était pas à son niveau et que derrière Laurent Blanc n'avait pas de cartouche en fait, comme a fait Mourinho en faisant entrer Dembaba et Torres. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des priorités pour la saison prochaine où on entend parler de nombreux noms? Ouais, alors, on peut toujours dire que le PSG n'avait pas de cartouche, mais quand vous avez dans votre effectif au départ du quart de finale aller et Cavani et Ibrahimovic, on est quand même deux monstres du football international qui sont disponibles pour occuper le poste d'avant-centre. Vous avez même sur les côtés des joueurs exceptionnels. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui dire que cette défaite est une défaite du banc, est une
D'accord. On peut aussi pointer du doigt un peu le dernier changement, justement, on en parlait, le dernier changement de Laurent Blanc qui est un peu incompréhensible, dans le sens où de mettre Marquinhos au milieu de terrain alors qu'il aurait pu jouer avec une défense à 5 dans les dernières minutes. Ouais, ouais, à la fois c'est une bonne question, puis à la fois moi j'ai pas la réponse, parce que si on regarde Chelsea, Chelsea joue avec David Luiz en milieu de terrain, donc, et David Luiz est un défenseur central, vous pouvez très bien défendre en faisant évoluer un peu plus haut les défenseurs centraux. Quand vous jouez à 5 derrière et que vous ne densifiez pas le milieu de terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez jouer plus bas, que vous allez subir. Or, quelle est la force principale de Chelsea? C'est sur coup de pied arrêté, c'est les corners, c'est les coups francs, c'est le jeu de tête. Donc vous vous mettiez en situation de faire des fautes, non pas à 40 mètres de votre but, mais peut-être à 25 mètres. Et Marquinhos, c'est un joueur jeune. Moi, je préfère voir Marquinhos commettre une faute à 40 mètres qu'à 20 mètres du but. Et effectivement. Oui, Florian? Moi, je vous entends, j'avais une coupure, je ne sais pas si vous étiez Justement, moi aussi, je me demandais. Maintenant, on sait à peu près, on a fait un peu le tour du coach, on a fait un peu le tour de Cavani. On sait que ce test a été quelquefois manqué, mais de quelques minutes, puisque en quelque sorte, on prend le but dans les dernières minutes. Notamment, est-ce que le Paris Saint-Germain peut quand même sortir grandi de cette expérience? Non, pour moi, non. Pas comme le FC Barcelone la saison dernière, c'est ça que vous voulez dire. Au niveau européen. Donc, bien sûr qu'ils ont peut-être un but à 5 minutes de la fin, mais 5 minutes de la fin, c'est pas la fin. C'est parti. Qu'on fasse un but à la 22e, à la 88e ou à la 93e, on le prend. Quand le Paris Saint-Germain marque à la 94e minute au match aller, est-ce qu'on va retenir que, ah bah ouais, ils ont marqué à la 94e minute, donc la logique aurait plus valu qu'ils n'aient pas gagné 3-1 mais 2-1. On peut réécrire l'histoire comme on veut. Quand on perd, que le but il gagne à la première ou à la dernière minute, ce qui compte c'est qu'il gagne. Et effectivement, le Paris Saint-Germain a été qualifié dans 95% du temps de jeu. Mais ce qui compte, c'est pas les 95%, c'est le dernier pourcent, c'est celui du coup de sifflet final. Le coup de sifflet final, le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié. D'accord, effectivement, on peut dire que la saison serait réussie si le Paris Saint-Germain arrive à faire le doublé. Moi, non, je considère que la saison ne peut pas être réussie. La saison eût été réussie si le Paris Saint-Germain avait été demi-finaliste de la Ligue des Champions, tout simplement, non pas parce que c'est la demi-finale, c'est qu'il aurait réussi à écarter sur sa route un grand d'Europe, un champion d'Europe en titre ou un champion d'Europe récent. Donc là, une victoire, une qualification contre Chelsea faisait pour moi rentrer le Paris Saint-Germain dans la notion de réussite avec un titre de champion. Je préfère, pour parler d'une saison réussie, PSG champion plus demi-finaliste de la Ligue des Champions, que PSG champion et vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ça reste quand même très franco-français, cette sensation de satisfaction. Même si le Paris Saint-Germain bat le record de points en championnat, quelque part, on ne pourrait pas retenir ça? Ouais, moi, quand je mets 500 millions sur la table pour construire un club et que je suis actionnaire qatari, c'est pas pour battre le record de points en Ligue 1, c'est pour régner sur l'Europe. D'accord, très bien. Flo, à toi. Oui, Eric, j'aurais une toute petite dernière question à vous poser avant de vous quitter. Il s'agit du gardien de l'Atlético Madrid, Thibaut Courtois. Est-ce vrai qu'il y aurait apparemment une clause de 6 à 10 millions d'euros pour le faire jouer face à Chelsea, si les deux équipes se rencontrent? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. J'ai vu passer une dépêche à ce propos. Comme là, ce matin, j'étais en reportage, j'avais rendez-vous avec Luis Fernandez. J'ai pas pu travailler cette question et regarder ça de près. Une chose est sûre, c'est que si Courtois ne joue pas contre Chelsea avec un tirage au sort, pour moi, on est dans la dérégulation la plus absolue. On est dans la distorsion de concurrence. Et si effectivement une clause
sujet de cette équipe. Est-ce que vous la voyez gagner cette Ligue des Champions? Non, l'Atlético Madrid, je ne les voyais pas battre Barcelone et ils ont battu Barcelone. Je vais vous dire aujourd'hui que je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qu'on a envie d'aimer, c'est l'équipe qu'on a envie de supporter. En tout cas, moi, c'est celle pour laquelle mon affect va battre jusqu'au bout. Parce que ce stade, ce club, cette ambiance, cette intelligence de jeu, cette intelligence tactique, cet entraîneur, cette fraîcheur, c'est un petit peu moins le foot OGM que symbolise aujourd'hui le Real Madrid, que symbolise le Barça, que symbolise le Paris Saint-Germain, que symbolise Manchester, les deux Manchester. Il y a quelque chose d'un peu plus frais avec cet Atlético Madrid qui, moi, me séduit et j'ai envie de les supporter. En plus, pour la belle histoire, il y a 3 anciens joueurs du championnat de France. Ouais. Et en même temps, ça me fait penser aussi à Guarid, qu'on voit briller sur les terrains européens et qui à Saint-Etienne n'était même pas titulaire. On voit des joueurs qui passent au travers, ou en tout cas ne sont pas reconnus lorsqu'ils arrivent en France, et qui franchissent le cut sans aucun problème dans de grands championnats et dans des grands clubs au niveau européen, et ça laisse toujours des regrets et beaucoup de points d'interrogation. Voilà, tout à fait. Bah écoutez, monsieur Bilderman, on vous remercie encore d'être passé sur notre web radio. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et moi, je vous souhaite de continuer comme ça et de réussir. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'est bon, on n'est plus en direct. Franchement, il est hyper gentil. Hein? Ouais, il a répondu aux questions, donc en fait, on va se faire taper sur les doigts, quoi, ça me tue, moi. Non, mais franchement, voilà, on est un peu trop exigeant avec cette équipe, je trouve, mais bon. Mais moi, Mais c'est sûr, hein, c'est sûr qu'on a raison, sur la taille des investissements, on pouvait espérer mieux. Bah oui. Mais moi, pour moi, quelque part, Laurent Blanc, il a réussi quelque chose de bien, et j'espère de tout cœur pas croire en lui, parce que changer de coach comme ça tous les ans, c'est inadmissible, quoi. Bon, non, je pense Tu sais ce que je vous avais dit au mois de janvier, que